du Trisac. Loïc Tassé est avec nous. Il va faire sa chronique complètement en japonais. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Non, j'ai pas l'honneur de parler japonais. J'aimerais bien, mais toi qui as été un séjour là-bas, non? Oui. Puis on s'est débrouillé, mais ils sont vraiment accueillants et sympathiques. Oui. Les Japonais. Et courtois vraiment. Là, on a des leçons à apprendre de ce peuple en termes de courtoisie. Oui. Ouais. Il y a de la courtoisie, une manière de vivre. Bon, il y a des côtés plus sombres à la société japonaise, mais pour ceux qui apprennent le japonais ou qui veulent apprendre le japonais, il faut savoir que tous les phonèmes du japonais sont compris dans les phonèmes français. Donc, tout de suite, quand on commence à parler japonais, on a un très bel accent japonais. C'est une bonne chose, non? Ah oui, je savais pas. C'est encourageant. En tout cas, pas le mien. Oui. Pas Arigato! Tu sais, moi, ça se résumait à ça. Arigato! Hey, arigato! Ah oui, arigato! C'est ça, masse. Ouais, c'est tout. Alors, il y a eu des élections. Parfait, Benoît. Comment? Alors, on va parler de Madame Samae Taikashi, qui est la nouvelle première ministre du Japon. Ben, nouvelle, pas tout à fait, parce que elle a succédé au chef du Parti libéral-démocrate en novembre, qui était écrasé sous les scandales. Donc, elle a été élue à la tête de ce parti. Donc, automatiquement, elle est devenue première ministre du pays. Mais bon, c'était pas sa victoire électorale. Et le parti était faible. Il avait que 198 voix à l'Assemblée japonaise, et donc à la diète, comme il faut l'appeler, et il y a 465 voix. Donc elle a lancé les élections, c'était tout un pari, et elle a gagné. Mais elle a gagné, c'était un raz-de-marée. C'est la plus forte victoire que le Parti libéral-démocrate ait jamais remportée depuis les années 50. C'est lui d'ailleurs, ce parti qui gouverne presque sans interruption. Elle a remporté 316 voix. C'est extraordinaire. Et c'est d'autant plus extraordinaire que c'est une femme et que le Japon, malgré toutes ses qualités, est un pays très, 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 très patriarcal où les femmes sont rapidement plafonnées dans les carrières en général. Donc, on se dit, il y a quelque chose qui est en train de changer au Japon. Est-ce que les femmes vont retourner davantage sur le marché du travail? Est-ce que les femmes vont obtenir davantage de postes clés à l'intérieur du Japon? C'est possible qu'il y ait une rupture là. En tout cas, son élection a vraiment ébranlé les colonnes du temple au Japon. Et c'est une femme qui a 64 ans. Elle a un MBA. Des études, je suis pas sûr qu'elle ait un MBA, je pense qu'elle a fait des études en administration. Elle a fait un stage, figure-toi, à Washington, chez une représentante démocrate. Et c'est donc quelqu'un qui est très aimé. Elle s'est fait élire beaucoup par les femmes et par les jeunes. Je pense qu'on va entendre parler d'elle sur la scène internationale pas mal. Faut se souvenir que le Japon, c'est quand même la 4e puissance économique au monde, donc à voir, bien entendu. Très bien. Il y a M. Netanyahou qui veut rencontrer Donald Trump au plus sacrant. Ben oui, il y a une rencontre qui était prévue le 19 de ce mois-ci, tu sais, avec la grande réunion du Conseil de paix pour discuter de Gaza. Netanyahou a pas du tout envie d'être là, mais bon, figure-toi qu'il y a des dangers de guerre avec l'Iran, donc Netanyahou veut rencontrer d'urgence Donald Trump à Washington. Il va le rencontrer mercredi cette semaine normalement. Et donc, ce qui va se passer, il va le rencontrer le 11, et il veut lui parler pas juste du nucléaire iranien. Il dit le nucléaire iranien, bien entendu que c'est un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous régliez aussi le problème des missiles, le problème des vecteurs de l'Iran. On n'en veut plus de ces missiles-là. On n'en veut plus de ces bombes que l'Iran pourrait transporter avec des missiles super modernes. Et on ne veut plus non plus que l'Iran continue à financer toutes sortes de groupes armés à travers le Proche et le Moyen-Orient, en particulier évidemment le Hamas. Alors c'est de ça qu'on veut que vous discutiez, Monsieur Trump. Alors on verra bien ce qui va arriver. Il y a cette discussion-là. Et en même temps qu'il fait ça, on vient d'apprendre une chose assez terrible, c'est qu'en Cisjordanie, il y a 2 lois qui viennent d'être autorisées, qui viennent d'être approuvées par le gouvernement Netanyahou, et ces 2 lois tout à fait désastreuses pour les Palestiniens de Cisjordanie. Il y a une première loi qui rend plus facile l'achat de terres palestiniennes par des Israéliens juifs, et l'autre donne l'administration des cadastres des territoires A et B qui étaient autrefois, jusqu'à maintenant, qui étaient administrés par le gouvernement palestinien de Cisjordanie. Ça donne cette autorité-là
au gouvernement israélien. Et donc, on pense que sous prétexte de protéger l'environnement, sous prétexte de protéger des endroits, des lieux archéologiques, eh bien, le gouvernement israélien va en profiter pour chasser davantage de Palestiniens de ce territoire qui leur appartient quand même, la Cisjordanie. Donc, ça aussi, c'est à suivre. Mais il semble que la Maison-Blanche ait discrètement donné son accord à Israël pour faire ça. Et si vous partez en vacances à Cuba, qu'est-ce que tu apportes dans tes valises? Du kérosène! Oui, du kérosène! En petite bouteille, là, tu sais, t'as pas plus droit que plus que 100 millilitres. Non, c'est ça. Alors, on a plusieurs. Il y a plus de kérosène, il y aura plus à Cuba, et donc le gouvernement a averti les compagnies aériennes qu'à partir de minuit ce soir, les avions ne pourraient plus être ravitaillés en kérosène, c'est tout, parce qu'ils n'ont plus de pétrole. Et ça pose un véritable problème aux Cubains, à toute l'industrie touristique. Donc, les compagnies aériennes disent, écoutez, on va évacuer les gens qui sont là, on va honorer les contrats, mais désormais, pour aller à Cuba, il va peut-être falloir faire une escale technique ailleurs, dans une autre île des Caraïbes, pour faire le plein. Ça va prendre plus de temps d'y aller. Il y a des compagnies qui ne veulent plus y aller. Et en même temps, parce qu'il n'y a plus de pétrole, le pétrole est réservé vraiment à des choses qui sont très, très prioritaires. La production alimentaire, la production d'électricité. Il y a des hôtels pour touristes qui ferment. On va essayer d'en garder certains ouverts parce que ça rapporte des devises. En fait, toutes les activités qui rapportent des devises, les Cubains vont tenter de garder ça ouvert. Mais disons que c'est très, très mauvais signe. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ils se disent pour 1 mois, mais peut-être plus. Il faut absolument que Cuba puisse s'approvisionner en pétrole, bien entendu. Et Jimmy Lai, condamné à 20 ans de prison? Oui, Jimmy Lai, c'est ce grand magnat de la presse de Hong Kong. C'est un homme d'affaires aussi qui a fait fortune dans le prêt-à-porter et dans l'immobilier. Il avait un journal qui s'appelait l'Apple Daily, qui tirait à 400 000 exemplaires. C'était un journal d'opposition. C'était un journal qui demandait la démocratie aux crimes odieux selon Pékin. Et en fait, il s'est fait emprisonner, ce pauvre Jimmy Lai, en 2020. Avec la nouvelle loi sur la sécurité qui a été passée en 2020. Il croupissait en prison. Il y a eu un procès qui a duré 2 ans. Et, quelle surprise, il a été trouvé coupable. Il a été coupable d'avoir attenté à la sécurité nationale. Parce qu'évidemment, il a critiqué le Parti communiste chinois. C'est la principale raison. Alors, ce qui se passe, c'est que donc, il a été condamné, figure-toi, à 20 ans de prison. Il y a 78 ans, le bonhomme. Et il y a des gens qui étaient avec lui dans le journal, des employés du journal, qui ont été tous, il y en avait 8, qui ont été condamnés à entre 8 et 10 ans de prison, une peine moins forte parce qu'ils ont accepté de témoigner contre Jimmy Lai. C'est assez terrible. C'est quel pays, ça, déjà, Loïc? C'est Hong Kong, c'est la Chine. C'est la Chine. Ce beau pays chinois. Mais la Chine, c'est pas nos nouveaux amis, nos nouveaux partenaires économiques, nos nouveaux frères. La Chine et les Chinois sont fantastiques. La culture chinoise aussi. Tant que le Parti communiste chinois ne s'en mêle pas. Et quand le Parti communiste chinois se mêle de quelque chose, en réalité, en général, ça dégénère. Okay, et c'est ce qui est arrivé à Hong Kong. Quand le Canada quand Mark Carney va en Chine, est-ce que le Canada négocie avec le Parti communiste chinois? Mais bien entendu qu'il négocie avec le Parti communiste chinois. Bien entendu. Alors, c'est ces gens-là qui sont nos nouveaux amis. Ceux qui en font mais c'est les grands amis aussi. C'est aussi les grands amis de Beverly McClellan. Tu sais, l'ancienne juge de la Cour suprême du Canada. Elle était à la Cour suprême de Hong Kong, figure-toi. Et elle a renouvelé son mandat. Elle est restée jusqu'en 2024 à la Cour suprême. Elle aurait pas dû rester là. Mais McCartland, qui a 80 ans, elle continue à exercer le droit. Elle est sur la Cour suprême commerciale de Singapour, la Cour internationale de commerce de Singapour, et elle est aussi au Arbitration Palace, qui est une compagnie qui a des bureaux à Montréal, à Toronto et à Ottawa. Moi, je vois pas comment cette femme peut arbitrer, comment on peut dire qu'elle a un jugement. C'est une femme qui a été odieuse en restant à Hong Kong, malgré cette loi sur la sécurité. Elle a déshonoré l'image du Canada, elle a déshonoré la Cour suprême du Canada. Elle n'est pas très honorable, Mme McCartland, elle est très déshonorable. Loïc Tassé, merci. À demain. Allez, salut.